Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de La Malice Code où on va se faire un malin plaisir de faire le jeu de la vie, un exercice de programmation vraiment classique, déjà culte, j'ai envie de dire tout simplement, qui est très intéressant et très satisfaisant. À quoi ça ressemble le jeu de la vie? Ça ressemble à un truc tout simplement comme ça, avec des petites choses qui bougent sur un écran. Ça fait toujours plaisir. Moi j'adore voir des choses bouger sur un écran, je sais pas ce que vous en pensez-vous? Bref, pour cette vidéo, je vais vous conseiller fortement de le faire dans un premier temps de votre côté. Ça fait toujours plaisir de se plier un petit classique dans son temps libre, hein, on va pas se mentir. Et là, moi, je vais vous présenter une implémentation que j'ai faite avec du clean code, des petits objets. Là, voilà, je ne peux pas vous spoiler, mais il y a 15 petits objets avec des responsabilités très bien définies, très petites, pour simuler un jeu de la vie. Et on va y parler dans cette vidéo de clean code, évidemment, de polymorphisme, d'itérateur et plein de petites choses comme ça. J'espère que ça va vous apprendre des choses. Et c'est parti. Si vous voulez que je vous explique les règles, vous pouvez rester dans la partie suivante où je vais juste vous raconter les règles, vous expliquer les règles très rapidement. Si vous les connaissez déjà, passez directement à la partie code. Et je vous dis bon visionnage. Petite présentation des règles du jeu de la vie, ce célèbre kata. Donc je répète, le monde il va être modélisé par une sorte de grille 2D de petits carrés, donc avec des lignes et des colonnes. Chaque petit carré va représenter au final une cellule du monde. Et les cellules elles respectent trois règles très simples qui sont si la cellule est en vie et elle a moins de deux voisins aussi en vie, alors elle va mourir par solitude, par underpopulation, c'est ce qu'on voit ici. La cellule bleue, elle est en vie, elle a une autre noire dans ses voisins qui ont aussi en vie. Bah, la prochaine itération du monde, elle va mourir. Oui, parce que le jeu de la vie, c'est un jeu d'itération où chaque unité de temps, chaque seconde, on va dire, les cellules, les trois règles s'appliquent à toutes les cellules, tout simplement. Deuxième règle très simple, c'est si une cellule vivante a plus que trois voisins qui sont aussi vivantes, elle va mourir par surpopulation, un peu comme un Châtelet-Léal à midi, j'ai envie de dire, un samedi midi, et c'est tout. Voilà, elle va devenir morte dans l'itération suivante. Et la troisième règle, c'est n'importe quelle cellule qui est morte et qui a trois voisines à elle qui sont vivantes, elle va prendre vie, elle va naître, tout simplement, ça va être l'état de reproduction. Et la quatrième règle, elle n'existe pas vraiment, ça veut dire si on n'est pas dans ces cas-là, bah, elle ne bouge pas d'état, tout simplement. Donc voilà le code sur lequel on arrive à la fin de mon implémentation, ne vous inquiétez pas, on va décortiquer ça ensemble petit à petit, classe par classe, parce qu'évidemment, qui dit la malice code, dit plein de petites classes qui font des petites choses à de petites responsabilités, hein, vous me connaissez maintenant, mais voilà, je voulais juste vous montrer l'objet final hein, qui représente le jeu de la vie, le world, qui prend en init un grid, voilà ce grillage de petits carrés, des règles, qui est un petit objet sur lesquels on va pouvoir jouer. Donc on peut changer facilement les règles de ce jeu. Donc sinon on a un manager fou qui change beaucoup les règles du monde, et bah c'est facile à changer. Le display ça va être pour Pygame, ça va être toute la partie interface. Vraiment ça n'a rien à faire avec le kata, mais c'est juste pour après voir notre jeu et ça fait toujours plaisir de voir des choses bouger sur un écran. Moi j'aime beaucoup ça par exemple. Et le tic, c'est là où il y aura toute l'intelligence du jeu de la vie, c'est le tic-tac tout simplement, c'est-à-dire l'incrémentation d'une unité de temps, d'une itération dans le jeu, qui commence par l'instanciation d'un nouveau grillage à vide, et pour chaque petit carré, on va appliquer les règles et on va l'enregistrer dans un futur grid, et ça va renvoyer encore une fois un nouveau monde avec ce grid. Là, dans ma simulation à moi, ce qui est important philosophiquement au final, c'est qu'à chaque seconde, le monde renvoie un nouveau monde. Voilà, c'est tout. Chaque seconde, le monde est différent. Voilà, vous prenez ça comme vous voulez, mais moi je trouve ça très philosophique et très très beau. Ça me correspond, quoi. Voilà, ça me ressemble énormément. Bref, on va décortiquer toutes les petites classes qu'il y a en dessous, ce clean code. J'espère que ça va vous plaire. Let's go. Du coup, première classe que je vois, et c'est des micro-classes, évidemment je vais partir sur du clean code, on va pas faire ça salement parce qu'on est là pour apprendre. Je vois des responsabilités qui sont d'une cellule, choper ses voisins, et comment je vais parler des voisins d'une cellule avec les points cardinaux. Parce qu'en fait, une cellule a forcément 8 voisins, et en fait 8 voisins, c'est exactement 8, c'est le nombre de points cardinaux. Donc on a celle qui est au nord, celle qui est à l'est, celle qui est à sud, celle qui est à l'ouest, celle qui est au nord-est, au sud-est, etc. Je trouve que ça va être parlant dans mon code de parler en direction. Donc voilà, je vais ramener plein de petites data classes très simples dans lesquelles je vais mettre en attribut un relative x, relative y, qui signifie où est-ce qu'elle est par rapport à la cellule à laquelle on regarde.
Bah, par exemple, ouest, elle est sur la même ligne, donc le x c'est égal à 0, c'est la même, mais par contre le y il va être à -1 parce qu'il va être à gauche, tout simplement. J'espère que c'est pas trop compliqué. Donc je vais créer une classe direction qui va être un itérateur où je vais tout simplement mettre ça dans un set, toutes les petites mini-classes, pour que je puisse itérer en fait sur chaque direction et appliquer après à mes cellules. Et tout à la fin, je crée un type direction qui est soit nord, soit est, soit ouest, et pareil pour les 8. Deuxième responsabilité que je vois, moi, ça va être la position d'une cellule, tout simplement dans la grille, dans le grid. Et du coup, je vais faire une data class, voilà, row index, colonne index en attribut, et qui va nous rendre un service très simple et très très pratique, qui est de renvoyer pour une position, quelle est la position voisine par rapport à une direction. La direction, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Donc là, elle va nous donner le service, cette classe, de dire la position voisine au nord, au sud, à l'est d'elle-même. Et ça, vous allez voir, ça va être super pratique dans le code. Maintenant, on va parler du cœur du métier, enfin la cellule. Comment j'ai implémenté ça d'une manière très personnelle, encore une fois très discutable évidemment, c'est vraiment pas parfait, mais moi je vois ça comme une classe cell qui représente la cellule et qui est une classe abstraite. Alors déjà, je vais commencer rapidement, je mets un init qui a un attribut position, qui est de type position, donc ce qu'on a déjà créé, et qui va avoir un getter, voilà, ce arrobas property position, qui va returner l'attribut position, que je mets encore une fois en privé, parce qu'une cellule, personne n'a le droit de modifier sa position, elle va rester là jusqu'à ce qu'elle meure, jusqu'à jamais, en fait, jusqu'à toujours même, j'ai envie de dire. Donc voilà, le arrobas property pour getter la position en read-only, et personne n'a le droit de la modifier. Et ce que je vais faire aussi comme service pour toutes mes cellules, c'est qu'elle va pouvoir envoyer le voisin à une direction. Donc une cellule pourra dire mon neighbor at north, bah, c'est cette position-là. Et en fait, la responsabilité de la classe position, ici on l'élève et on la met au niveau de la cellule, puisque la cellule porte la position. Et on va faire une méthode isolive, et on va réécrire l'égalité tout simplement des cellules, qui va nous être très utile dans le code. Et le isolive, je ne sais pas si vous connaissez, dans une classe abstraite, là c'est ce que je fais dans la classe cell, où ligne 8, je fais hériter de ABC, voilà, c'est vraiment le contrat de toutes mes classes cell, je le répète, je vais raise not implemented, ça veut dire, ça force tous les objets qui vont hériter de cell, de la classe cell, à avoir une méthode isolive, et s'ils l'ont pas, en fait ça va exploser direct. C'est le principe en fait des classes abstraites, hein, j'ai envie de dire, voilà, tout simplement. Et là maintenant, j'ai deux types d'objets, ça va être une classe aliveCell qui va représenter une cellule vivante, donc qui a le même init avec une position qui est en privé. Son isolive, il va être très simple, il va return true parce qu'on sait déjà qu'on est dans une classe aliveCell. Et une représentation O et X pour la deadCell. La deadCell c'est pareil, sauf que le isolive renvoie false. Et ça va vraiment nous être utile dans le code. Voilà, j'ai créé un contrat cell avec une classe abstraite et j'ai deux vrais objets qui s'appellent aliveCell et deadCell. Nouvelle classe que je vois, ça va être un objet que moi je vais appeler square, que je mets encore une fois en data class, qui va contenir en fait une cell et un compte de neighbors alive. Et en fait ce square, qu'est-ce qu'il va représenter? Il va représenter un carré dans le grillage, dans le monde 2D qu'on s'est imaginé. Donc c'est une classe qui est encore au-dessus d'une cellule, parce qu'elle a aussi la responsabilité d'avoir le nombre de voisins vivants. Et elle va tout simplement pouvoir renvoyer aussi sa position et le fait que le square soit alive. C'est vraiment une classe qui est un petit peu au-dessus de celle, mais qui a une information primordiale qui est le alive neighbors, qui est en final le chiffre le plus important pour savoir si la cellule va rester vivante ou morte à la prochaine itération. Et voilà, le isalive va tout simplement on va faire pareil qu'avec position, où c'est celle qui va renvoyer la position, parce que si elle contient une position, bah pareil, le square, il va porter le isolive aussi parce qu'il contient une cellule, tout simplement. Encore un truc personnel, un peu très la malice code, où en fait je vais tout simplement créer une classe pour la dimension du monde dans lequel on est, c'est-à-dire le nombre de lignes, le nombre de colonnes de notre grillage, de cette forme de grillage en 2D, de nombre de carrés. Donc c'est le nombre de rows et le nombre de colonnes tout simplement. Et ça en fait je vais le mettre en data class parce qu'encore une fois on va faire des petits objets très simples, bien nommés, et c'est aussi le principe du clean code. Maintenant qu'on a les dimensions, on va parler du fameux grillage. Et ce grillage, en fait, je vais le découper en plusieurs classes. Et la première, ça va être une ligne de cellules.
pour moi, une ligne de cellule, c'est déjà une responsabilité. Tout ce qui contient en fait une liste, c'est une responsabilité. Donc ça peut être un objet. Dès que vous avez dans votre code quelque chose qui représente une liste d'items, d'objets, ça peut être un objet au-dessus qui va s'occuper de cette liste, de renvoyer des choses, de la mettre dans un certain ordre, etc. En fait, une liste, ça peut être une responsabilité à part entière. Et ça, c'est ce que je fais en fait avec une liste de cell. J'aurais très bien pu faire juste une liste de cell. Bah, je vais l'augmenter d'une classe row of cells qui va prendre dans son init l'index de la ligne. Ça veut dire on est sur quel numéro de ligne dans le grillage de D. Donc tu as la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Ça va être ça l'index. Et le nombre de cellules du coup dans cette ligne. Et ça, du coup, en interne, ça va être une liste, mais ça, personne ne doit le savoir. Donc c'est pour ça que je mets en attribut privé line of self underscore cells. Je dis que c'est une liste cell, et ici je fais une liste compréhension où je vais initialiser par une liste de dead cells pour chaque cellule qu'il y a dans cette ligne. Et combien y a-t-il de lignes? Bah, le nombre de colonnes en fait. Voilà, le nombre de cells, c'est le deuxième attribut de mon init. Donc liste compréhension, j'espère que vous y êtes familier, c'est pas non plus illisible, mais voilà, je crée une dead cell à la position adéquate dans la ligne pour chaque cellule qui m'est demandée. Et du coup, cette classe rowCell va avoir la responsabilité de register. Register, quel anglais catastrophique, là je suis en train de vous faire. On fait ce qu'on peut, voilà, c'est le plus important. Register alive at, donc elle a la responsabilité de enregistrer une cellule vivante à une certaine position dans sa propre row, dans sa propre ligne. Elle va avoir le service de renvoyer une cellule à une certaine position dans sa ligne. Donc ici, on va vraiment parler que de colonnes, puisque une ligne, c'est un enchaînement de colonnes, hein, j'ai envie de dire, tout simplement. Et je vais la transformer en fait en itérateur. Ça, je sais, j'espère que vous êtes un peu familier avec tout ça, mais c'est ce qui va me permettre d'écrire for cell in row of cell. C'est vraiment la manière de pouvoir utiliser notre objet dans un for directement. Et pas de demander une liste pour après faire le for sur la liste. Non, je fais for directement sur mon objet. Et là, on peut voir une erreur énorme que je suis en train de faire. C'est qu'à la ligne 19, ma méthode iter, c'est underscore underscore iter. Et normalement, j'aurais dû mettre underscore underscore encore après. Ça, c'est vraiment le signe en Python pour dire que c'est les méthodes, je sais pas comment on dit, déjà implémentées dans n'importe quel objet Python, et je le réécris. Là, voilà, je me trompe, ça va me faire des petits bugs plus tard, vous allez voir, mais on va vite le corriger, vous inquiétez pas. Maintenant, nouvelle classe que je vois, ça va être tout simplement en fait ce sorte de grid, ce sorte de grillage où on a une ligne de cellules, une row of cells, et je vais faire un nouvel objet qui va représenter la liste de ces rows. Et une liste de rows, c'est quoi? C'est tout simplement une matrice 2D, c'est tout simplement un grillage, tout simplement que je vais appeler collection row of cell, et qui a un attribut privé rows et qui prend dans son init une dimension. Avec les dimensions, ça c'est la classe qu'on a fait juste avant la petite data class, qui nous dit le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Le nombre de colonnes va nous permettre d'indiquer à row of cell le nombre de cellules qu'il y a dans chaque cellule, et le nombre de lignes va nous indiquer dans cette collection row of cell le nombre de row of cell qu'il faut faire, tout simplement. Là, on va le coder pareil, encore une fois avec une liste compréhension. J'espère que vous êtes encore une fois familier à ça. Et ça va être également un itérateur tout simple qui va avoir exactement les mêmes services, mais qui va avoir l'intelligence d'utiliser les row of cell en plus. C'est-à-dire que dans cette liste de cellules, j'ai envie de dire, ce que je vais faire dans le register alive at, on peut le voir, voilà, ligne 36, 37, 38. Ligne 36, on me demande de enregistrer une cellule alive à la position 4, 8, on va dire par exemple. Et ben, je vais d'abord aller chercher la cellule qui est la row of cell qui est à l'index numéro 4. Et de cette cellule-là, je vais faire register alive at la position 8. Parce que dans position, j'ai les deux infos. J'ai le X et j'ai le Y. Donc là, en vrai, je pourrais d'ailleurs prendre que le Y. Mais ça marche comme ça, voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. Et aussi avoir le même service de renvoyer, de trouver une cellule à une position. Si on lui demande quelle est cette cellule à cette position-là, dans quel état elle est, j'ai besoin de récupérer cette cellule. Et là, maintenant, j'ai tout simplement une liste de cellules. Et vraiment, ça, c'est des responsabilités. Alors, ça fait très la malice code, très clean code. On peut voir encore une fois que c'est des méthodes privées, que nos méthodes, elles font pas plus que 3 lignes, qu'elles sont plutôt bien nommées, et que
tout est un peu objet en fait dans chaque ligne ici. Là on va return des dead cells, on récupère un truc dans une liste, mais en fait cette chose qu'on récupère c'est un objet qui nous donne un service, qui nous trouve une cellule à une certaine position. Euh, c'est technique, je l'accorde, peut-être, mais c'est, je pense, lisible. J'espère, vous pouvez me dire dans les commentaires, ça se trouve personne comprend rien, c'est peut-être aussi parce que j'explique très mal, et ça c'est très mauvais signe pour moi. Mais bon, on fait ce qu'on peut, j'espère que vous comprenez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Hein. Maintenant qu'on a quitté ce côté un peu technique, nouvelle responsabilité que je vois, ça va être en fait la partie tout simplement voisinage d'une cellule. Neighborhood, ça a une cellule principale, parce qu'on parle de voisinage d'une cellule. Évidemment, on est le voisin de quelqu'un, on n'est pas juste voisin. Donc, on a un ensemble de neighbors qui est d'abord à nul. Lui va me saouler, ce frozen égal truc là. Voilà. Neighbors qui est initialisé à none, comme je disais, qui est un ensemble de positions. Et un neighborhood, il va avoir deux services, deux méthodes publiques. Le getNeighbors, c'est-à-dire qu'on va renvoyer toutes les positions des voisins d'une cellule au final par la classe neighborhood, et si jamais on les a jamais calculés, ça c'est une sorte un peu de cache, s'il est known, c'est-à-dire qu'on a jamais fait ça, on va les calculer, et s'ils sont pas known, c'est qu'on les a déjà calculés, donc on peut les return directement. Voilà, tout simplement. La méthode privée compute neighbors position, elle est pas très compliquée, on fait un set qu'on met dans le self neighbors, et pour chaque direction, nord, sud, est, ouest, nord-ouest, nord-est, etc., on va ajouter c'est une sorte d'append, hein, le add, c'est l'append d'un set. L'avantage d'un set par rapport à une liste, c'est que ça n'accepte pas évidemment les doublons, mais bon, normalement là, on n'aura pas de doublons, mais je préfère être explicite dans le clicode sur le fait que ça ne sera pas une liste, parce que j'accepte pas les doublons. Je vais ajouter à ma cellule son voisin à cette direction-là, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On est dans une boucle for ici. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Petit truc un peu technique qu'on va se rajouter aussi, ça va être une sorte de cache sur les positions, parce que si on y réfléchit bien, évidemment, une cellule à une position, bah, ses voisins, ça sera toujours les mêmes autres positions. Donc en fait, je me dis qu'on peut les stocker ça dans une petite classe cache neighbors position, qui va contenir tout simplement un dictionnaire, où je ne vais pas m'embêter, il va avoir le service de register à une position tous les neighbors position calculés. C'est-à-dire cet attribut-là, en final de cette classe-là, ça va le stocker directement dans ce cache, et elle va nous renvoyer le service de find pour une position donnée, tous les neighbors de cette position. C'est peut-être un peu technique, je vous l'accorde encore une fois, mais en fait, dans ce kata qui est le jeu de la vie, l'optimisation mémoire et rapidité, c'est très important, parce qu'on peut vite arriver sur des matrices à 200 x 200, etc. Et ça fait beaucoup de petites cellules, et ça peut vite être très lent, et du coup, si c'est très lent, on peut dire que c'est pas performant, tout simplement. Du coup, en fait, comme les positions sont au final toujours les mêmes, et les voisins d'une position, c'est toujours les voisins d'une cellule seront toujours à la même position, puisqu'une cellule a toujours une seule position, bah autant stocker ça dans une petite classe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous avez compris. En tout cas, j'espère que vous êtes d'accord et que vous avez compris. Maintenant, on va partir sur le truc le plus important, la classe peut-être la plus importante du jeu de la vie, ça va être tout simplement le comptage du nombre de voisins vivants d'une cellule. Et pour ça, on va partir sur du Neighbors Alive Counter, une classe classique, efficace, qui va faire ce qu'elle dit, hein, c'est-à-dire compter le nombre de voisins vivants. Pour ça, je vais d'abord, ligne 40, on peut voir, créer une variable de classe qui va être la cache neighbor position qu'on a créée juste au-dessus. Ça va être vraiment juste une optimisation mémoire, parce que si on fait des mondes qui sont grands, de type 200 x 200, 300 x 300, notre jeu de la vie va vite être très lent et très moche, du coup, et c'est tout l'intérêt de ce kata aussi, c'est de l'optimisation de RAM, et non pas de l'optimisation fiscale. Pour ça, on va mettre une petite variable de classe cache neighbor, ligne 40, et ça va nous permettre d'être beaucoup plus rapide, plutôt que de recalculer à chaque fois les positions des voisins, parce qu'on sait très bien qu'une cellule a une position, et ses voisins auront forcément tout le temps la même position, en fait. Les cellules changent, mais pas les positions. Elle est là la punchline. Maintenant, je vais vous expliquer le code que j'ai écrit, j'espère que ça va être clair. Donc ce Neighbors the Life Counter, donc voilà, ce truc qui permet de compter le nombre de cellules vivantes dans les voisins, il a un premier service qui s'appelle for cellule. Donc on me demande pour une cellule de compter le nombre de voisins vivants, tout simplement. Première chose qu'il va faire,
c'est qu'il va regarder si dans son cache, il connaît les positions des voisins de cette cellule, donc de la position de cette cellule. S'il ne les connaît pas, il va les register dans le cache. Et sinon, en fait, et même pas sinon, et dans tous les cas, après, il va compter le nombre de voisins. Qu'est-ce que fait le register in cache? Je vous explique. Il va créer notre petit objet neighborhood d'une cellule, donc de la cellule qui lui est demandée ici. Il va faire le getNeighbors, donc le getNeighbors c'est ce qui va itérer sur les nord, sud, est, ouest pour la position de la cellule. Donc là ici on a un set de positions et il va enregistrer dans le cache, voilà, pour cette position-là, pour cette cellule qui est à cette position-là, les positions des voisins c'est ça. Et il va renvoyer du coup la position des voisins, tout simplement. Et ensuite, il va juste compter le nombre de voisins vivants dans ce set, dans cet ensemble de positions de voisins. Et comment il va faire ça? Hop, il va compute alive neighbors, qui est une fonction toute simple qui va faire un compteur qu'on instancie qui vaut 0 avant la boucle for, et pour chacune des positions de mes voisins, on va faire un plus égal de si la cellule est vivante. Et là, si la cellule est vivante, il va faire en fait un try except pour se protéger de toutes les cellules qui sont hors du monde. Encore une fois, on va return false, parce qu'on sait, petite punchline en Python d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais le plus égal sur les booléens, donc si ça va envoyer true ou false, et plus égal true, plus true ça fait plus 1, et plus false ça fait plus 0, voilà tout simplement. Donc ça c'est plutôt pratique. Et ce qu'il va faire, du coup, il va vérifier si la cellule est alive à une certaine position, il va la choper dans le grillage, et il va renvoyer cell is alive. Et là, ça va être ce qu'on appelle dans le clean code, en fait, tout l'intérêt de la classe abstraite, de ce contrat qu'on avait créé sur les cellules, qu'on avait vu en début de vidéo. Ça s'appelle le polymorphisme. C'est que je vais faire du cell.isAlive. Je sais que les cellules vivantes et les cellules mortes ont une méthode isAlive qui return respectivement true et false. Et du coup, voilà, ce true et false, je peux directement le mettre dans l'incrément du plus égal ici. Dans beaucoup de codes, on va écrire un if, du if cell is alive, then on va faire ça plus égal 1. Et bien là, ici, on n'a pas besoin parce que les cellules alive et dead ont ce même contrat et renvoient true false. Donc le plus égal va très bien faire le travail. On n'a pas besoin d'écrire un if en plus, ce qui est plutôt agréable. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, il est là l'intérêt. J'avoue que c'est un peu technique, mais on peut voir que c'est quand même des méthodes qui font pas beaucoup de lignes. Il y a beaucoup de petits objets, c'est le principe aussi de mon clean code, de la malice code. Évidemment, il n'est pas parfait, je le répète. On arrive enfin à la classe principale, ce fameux grillage qui s'appelle grid en anglais. Et là, je vous montre directement le code tel qu'il a été fait et on va en discuter. Ça va être la classe au-dessus un peu de tout qui va contenir tout le code qu'on a fait, en fait, quasiment. Elle va juste demander une dimension, ce grillage, il va juste demander pour l'instancier une taille de type dimension, donc nombre de rows, nombre de colonnes. Et il va du coup instancier en attribut privé, encore une fois, un all cells qui est une collection row of cells pour cette dimension qui a été demandée. Et il va aussi instancier un compteur de voisins vivants. Il va avoir plusieurs services tout simples qui vont permettre de renvoyer toutes les cellules au main, après, au code principal, ces dimensions également qu'on va pouvoir mettre en property, et qui va pouvoir enregistrer une cellule à une certaine position, tout simplement. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est ici que lui, comme par défaut, la collection row of cells s'instancie complète avec que des cellules mortes, il a juste besoin d'enregistrer celles qui sont alive. Donc voilà, c'est vraiment du code minimal. Et ça va également être un itérateur, puisqu'il va être utilisé dans le code principal, qui va être en fait le world. Je ne vais pas vous spoiler, mais voilà, je viens de vous spoiler d'ailleurs, on peut le dire. Ça va être un itérateur qui va donner le service. On va faire pour chaque carré dans le grillage. Donc c'est pour ça qu'il va renvoyer un objet square où on aura la cellule en question dans laquelle on est et son compte de neighbors. On a vraiment les deux infos primordiales pour appliquer les règles, tout simplement. Ce qu'on peut dire sur cette classe grid de prime abord, c'est que voilà, son code il a l'air ultra simple. On voit vraiment que toute la complexité, en fait, elle est cachée par tous nos petits objets qu'on a fait, et qui sont d'ailleurs pas si complexes que ça. Mais on voit vraiment que la classe grid, elle est très lisible. Et voilà, on a des méthodes très simples qui font pas beaucoup de lignes, pas beaucoup d'attributs. Elle coûte pas cher à instancier
Elle demande vraiment juste les dimensions du grillage, elle n'en demande pas plus. Et, euh, et elle va nous être très utile. Voilà, c'est vraiment une vision ici là, du clean code où on voit que on a fait abstraction de toute la complexité et on voit une classe simple, efficace. Voilà, donc maintenant une toute petite classe, je ne sais même pas pourquoi je fais une classe ici, ça peut être juste une fonction voilà, qui prend un square, donc le square je le rappelle, c'est juste une data class avec deux attributs, une cellule et le nombre de voisins vivants qu'elle a. Donc les règles elles peuvent être résumées ainsi, si une cellule a trois voisins vivants, elle return une live cell tout simplement, elle reste vivante. Si il y en a deux et qu'elle était vivante, elle reste vivante, et dans tous les autres cas, en fait, elle meurt, ou elle reste morte, tout simplement. Donc voilà sur quoi on arrive à la fin sur cette classe World qui fait à peu près tout le taf, hein, qui fait le café on peut le dire, et qui pourtant fait voilà, 14 lignes de code entre lignes 10 et 24, qui a l'air très simple parce qu'elle se base sur nos objets, qui se base sur d'autres objets, qui se base sur d'autres objets, qui sont tous plus petits les uns des autres, qui ont des responsabilités bien définies, et ça rend un code vraiment lisible pour les objets en tout cas de haut niveau. Les objets de bas niveau sont même simples également, puisque c'est souvent des data classes avec des attributs, deux attributs et un petit service, ainsi de suite. Et cet enchaînement de petites classes à petites responsabilités font des choses compliquées au final. Parce que quelque chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de choses compliquées dans la vie. Quelque chose de compliqué, c'est souvent la somme de plein de petites choses simples. Et c'est un peu ce que j'essaye de représenter dans mes classes. C'est que rien n'est enfin, rien n'est vraiment impossible, rien n'est complexe tant qu'on le découpe en plein de petites choses qui font bien leur taf et qui font pas beaucoup de taf, tout simplement. Voilà, c'est une belle conclusion, je pense. Maintenant, on va pouvoir lancer le code et voir si ça marche. Maintenant, on peut se lancer tranquillement notre main qui lance tout simplement tout ce qu'on vient de faire pour voir si c'est beau. Et évidemment, vous allez voir, c'est très très beau. Encore une fois, je le répète, c'est très très beau. C'est parti. Voilà, nous avons un vrai jeu de la vie magnifique avec des choses qui bougent, j'ai envie de dire. Et on peut regarder ça pendant des heures. Vous allez voir, il va se passer des patterns de dessins qui vont se répéter, qui vont traverser l'écran. Il y a beaucoup de belles choses. Je vous laisse découvrir si jamais vous le faites par vous-même. Voilà. Quel plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter si vous avez des questions, si vous l'avez fait de votre côté, qu'il y a des trucs qui bug. N'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine sur la Malice Code. Allez, ciao!